Les galaxies, d'immenses systèmes célestes composés d'innombrables étoiles, planètes et nébuleuses de gaz et de poussière. Des mondes rayonnants, dominés et maintenus par la matière noire. Grâce à leur découverte, l'univers tel que nous le comprenons a pris les dimensions que nous lui connaissons aujourd'hui. Et leur observation fournit aux chercheurs des indices sur les traces de nos origines. Qu'entend-on par galaxie? Les étoiles dans notre univers ne sont pas réparties de manière uniforme. Sous l'influence de la gravité, elles se regroupent pour former une galaxie. En général, une galaxie est constituée d'environ 100 milliards d'étoiles. Notre galaxie s'appelle la Voie lactée. Qu'arrive-t-il à une jeune galaxie? Eh bien, elle tourne et on pourrait dire que les étoiles sont projetées dans le plan de rotation qui est stable. Mais les étoiles dans ce disque ne sont pas non plus distribuées uniformément. Des bras spiraux se forment au fil de milliards d'années. En d'autres termes, les vieilles galaxies sont reconnaissables à leurs bras spiraux, tandis que les jeunes galaxies présentent une magnifique forme sphérique. Voici la galaxie spirale M74, également connue sous le nom de galaxie du fantôme. Cette image est composée de données provenant des télescopes spatiaux Hubble et James Webb. Une photographie fascinante qui couvre une large gamme de longueurs d'onde, de l'infrarouge à l'ultraviolet. Les immenses nuages de poussière et de gaz sont visibles en rouge, tandis que les régions de formation d'étoiles, qui s'étendent à travers toute la galaxie, sont éclairées en rose. Les galaxies sont des systèmes stellaires gigantesques, des groupes de milliards d'étoiles, liés entre elles par la gravitation, entourées de planètes, de gaz et de poussière. Grâce aux télescopes modernes, les scientifiques s'aventurent de plus en plus profondément dans l'univers et remontent presque jusqu'au Big Bang. Ils peuvent ainsi observer les nurseries stellaires des galaxies lointaines. Il existe plus de galaxies qu'on ne le supposait, notamment d'après nos modèles cosmologiques. Et les galaxies ont évolué plus rapidement durant cette période primitive que ce que l'on pensait en théorie. Cette réfutation de la plupart des modèles précédents est enthousiasmante pour les scientifiques. La bande blanchâtre éclairant notre ciel nocturne est longtemps restée un mystère. Au début du XVIIe siècle, Galilée découvre qu'elle est composée d'un nombre incalculable d'étoiles. Au milieu du XVIIIe siècle, l'astronome Thomas Wright imagine notre galaxie comme une structure sphérique au milieu d'innombrables autres. Cette idée selon laquelle notre Voie lactée est une galaxie sera reprise et développée par Emmanuel Kant, qui, en 1755, avance que les nébuleuses visibles sont d'autres galaxies, des univers-îles. Mais cette hypothèse passera inaperçue. Kant était un philosophe et non un astronome. En 1786, William Herschel dresse enfin une liste des nébuleuses qu'il a observées dans le ciel nocturne. En réalité, il s'agit de galaxies lointaines. Aujourd'hui, les chercheurs explorent de plus en plus profondément l'espace, animés par leur soif de connaissance et de compréhension. Il s'agit de mieux connaître l'univers, non pas pour en tirer des profits économiques, mais simplement par curiosité. La curiosité est un mobile extrêmement fort chez les êtres humains. Et il est particulièrement fascinant qu'en astronomie, on puisse satisfaire ce besoin humain en répondant à des questions essentielles sur l'univers, sur nos propres origines et sur notre place dans le cosmos. Pendant longtemps, les chercheurs ne parviendront pas à déchiffrer la nature de ces taches de lumière dans le ciel nocturne. La résolution de leurs instruments est trop faible. Cependant, des scientifiques soupçonnent déjà qu'il pourrait exister d'autres systèmes stellaires en dehors de la Voie lactée. Au début du XXe siècle, l'astronome Edwin Hubble pointe un puissant télescope vers ces structures mystérieuses. En déterminant leur vitesse et leur distance, il cherche à mettre de l'ordre dans le chaos apparent du ciel.
Hubble comprend que certaines nébuleuses sont composées d'innombrables étoiles. Soudain, nous ne sommes plus seuls dans l'espace. Les scientifiques admettent que notre Voie lactée n'est qu'un groupe d'étoiles parmi tant d'autres. C'est ainsi que Hubble met fin, une bonne fois pour toutes, au fameux grand débat sur la nature des nébuleuses et des galaxies. Alors, à quoi ressemble réellement notre Voie lactée? La réponse est exactement comme le montre ce schéma. Il y a une épaisse bande au centre, aux extrémités desquelles partent deux énormes spirales. Et si vous vous demandez où se trouve notre Soleil, la réponse est ici, sur une petite branche appelée le bras d'Orion. Est-ce une coïncidence si nous vivons ici? La réponse est non, car si on vivait plus près du centre, quelque part sur cette bande, on ne survivrait pas longtemps en raison des nombreuses explosions de supernovas qui s'y produisent. D'autre part, les étoiles plus éloignées ne disposent pratiquement pas de planètes, donc la vie ne peut pas se développer. Notre position dans la Voie lactée est parfaite pour que la vie puisse émerger et perdurer. Notre Voie lactée est âgée d'environ 13 600 000 années, ce qui en fait l'une des plus anciennes galaxies. Son centre de masse, ou barycentre, se trouve à environ 27 000 années-lumière de nous. Notre Soleil, et avec lui la Terre, gravitent autour de lui à une vitesse pouvant atteindre 960 000 km/h. Une révolution dure un peu moins de 230 millions d'années, soit une année galactique. Sur cette échelle de temps, notre Soleil n'est âgé que de 20 années galactiques. Les océans et les premières formes de vie sont apparus il y a 17 années galactiques. 10 années galactiques supplémentaires seront nécessaires pour que des organismes multicellulaires se forment. Nous vivons dans une galaxie spirale, mais nous ne la verrons jamais de l'extérieur. La Voie lactée qu'on distingue dans le ciel nocturne est en réalité la vue du disque. On est assez proche du bord, et la bande brillante est en fait le plan du disque dans lequel se trouve notre Soleil. On se déplace sur une orbite circulaire autour du centre galactique. À l'époque des dinosaures, il y a 150 millions d'années, on était de l'autre côté de la Voie lactée. On tourne autour du centre, en compagnie de notre proche voisinage. Selon les astronomes, la Voie lactée fait partie du groupe local. D'un point de vue cosmique, il s'agit d'un ensemble relativement petit de galaxies avec un diamètre d'environ 5 à 8 millions d'années-lumière. Au sein de ce groupe local, la Voie lactée est la plus grande galaxie. La deuxième plus grande galaxie est celle d'Andromède, située à 2 500 000 années-lumière, notre voisine immédiate. En même temps, il existe des galaxies plus petites qui sont 100 fois plus légères, comme les nuages de Magellan ou la galaxie du Triangle. Et on a observé des galaxies encore plus petites, 1000 fois plus petites que les nuages de Magellan. La Voie lactée est l'une des galaxies les plus anciennes de l'univers. Les scientifiques estiment que les premières étoiles de notre galaxie se sont formées 200 millions d'années après le Big Bang. Autour du centre, les chercheurs ont identifié 2 millions d'étoiles qui remontent à cette période primitive. En raison de sa faible teneur en métaux, les astronomes appellent cette zone le pauvre vieux cœur de notre galaxie. La Voie lactée n'était pas aussi grande au début qu'elle l'est aujourd'hui. C'était une structure beaucoup plus petite. Les premières étoiles qui se sont formées se trouvent aujourd'hui dans ce qu'on appelle le disque épais. Et puis il y a d'autres structures qui forment tout l'ensemble qu'on peut observer aujourd'hui. Les galaxies ont clairement un passé tumultueux. Et on peut le voir aussi dans le groupe local. Une partie de notre galaxie est visible dans le ciel nocturne, tel un coup de pinceau laiteux. C'est de là que lui vient son nom, donné dans l'Antiquité, la Voie lactée. Les taches sombres sont des nuages interstellaires de gaz et de poussière. Quand on regarde la Voie lactée en hiver, c'est son extrémité faiblement éclairée qu'on distingue.
En été, on peut voir le centre de la Voie lactée qui ressemble à une tache lumineuse. L'inclinaison axiale de la Terre nous permet d'observer différentes régions de la Voie lactée. Si on prend le spectre de rais d'un atome d'hydrogène, on peut pratiquement observer l'ensemble de la galaxie. Et comme ce sont des raies spectrales, on peut aussi voir comment le gaz se déplace. L'effet Doppler permet de voir si le gaz se rapproche de nous ou s'il s'éloigne. C'est comme lorsque la police passe devant nous avec sa sirène allumée. Au départ, on entend un son aigu et petit à petit, ce son devient de plus en plus bas. On peut en déduire la position du gaz de manière similaire. On peut aussi déterminer la taille de la galaxie et voir qu'elle a des bras spiraux. Donc à partir de toutes les longueurs d'onde, on crée une image de ce à quoi ressemble notre galaxie. Grâce à la mission européenne Gaia, les scientifiques cherchent à en savoir plus sur la formation, le développement et la composition de notre galaxie. La sonde explore une partie de notre Voie lactée. Gaia va mesurer et cartographier avec précision la position d'environ 2 milliards d'étoiles et de milliers de planètes extrasolaires. Dans le même temps, la sonde créera une carte en 3 dimensions d'une région de notre galaxie. Par ailleurs, Gaia devrait découvrir et recenser un grand nombre d'autres objets célestes, comme des restes d'étoiles, d'explosions stellaires ou supernovas, et plusieurs centaines de milliers de galaxies lointaines. Gaia identifie également la position de plus de 150 000 astéroïdes au sein de notre système solaire. Cette mission européenne est en train de recueillir un véritable trésor de données. En résumé, Gaia étudie la Voie lactée. Il s'agit de déterminer la position et la vitesse de chaque étoile, ou presque. En d'autres termes, c'est de l'astronomie classique. Et on peut se demander à quoi ces informations peuvent servir. Par exemple, Gaia a découvert qu'il existe des courants d'étoiles provenant de galaxies voisines dans le halo de notre Voie lactée. On peut voir comment notre galaxie s'est formée en faisant de l'archéologie dans la Voie lactée. Des révélations prometteuses sont donc à prévoir. Euclide est une autre mission spatiale européenne. Ce télescope est en route pour explorer une partie encore inconnue de l'univers. L'espace est constitué à 95% de matière noire et d'énergie noire. Euclide va étudier l'influence de ces forces mystérieuses sur le développement et la structure de l'univers. Tandis que la matière noire gouverne les effets gravitationnels au sein des galaxies et entre elles, l'énergie noire, pour sa part, est responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers. Les premières images d'Euclide confirment les capacités du télescope. Ce qui ressemble à première vue à une collection presque infinie de grands et petits points lumineux se révèle être, après un examen plus approfondi, une image remarquablement nette de milliers de galaxies. Euclide dispose de 2 caméras, l'une pour la lumière visible qui prend des images haute résolution et l'autre pour le rayonnement infrarouge proche qui analyse la lumière et fournit à la fois des images et des spectres. Le rôle d'Euclide est de mesurer précisément l'espace en examinant des milliards de galaxies et de réaliser des observations de l'effet de lentilles gravitationnelles faibles afin d'étudier comment le rythme d'expansion de l'univers a évolué au fil du temps. Si la mission y parvient, on pourra déterminer si l'énergie noire est réellement une constante cosmologique ou un champ dynamique. La nature exacte de l'énergie noire est un problème encore non résolu de la physique moderne. L'énergie noire donne du fil à retordre aux chercheurs. Certains pensent qu'elle est le moteur de l'expansion accélérée de notre univers. Mais les trous noirs supermassifs, situés au centre des galaxies, pourraient également jouer un rôle dans cette expansion. C'est une théorie controversée.
Le trou noir au centre de notre Voie lactée est 4 200 000 fois plus massif que le Soleil. C'est ce qu'on appelle un trou noir supermassif. Et on sait aujourd'hui que chaque grande galaxie abrite un trou noir supermassif. Le plus grand qu'on connaisse au centre d'une galaxie est M37. Son poids équivaut à environ 6 milliards et demi de masse solaire. Mais pourquoi les trous noirs supermassifs se forment-ils au centre d'une galaxie? Parce que c'est là que la densité stellaire est la plus élevée. Les étoiles les plus massives finissent par devenir des petits trous noirs, et la densité de ces restes stellaires est plus élevée au centre d'une galaxie. C'est là qu'ils se rencontrent et forment progressivement un trou noir massif jusqu'à devenir un unique trou noir au centre de chaque galaxie. Sagittarius A est le trou noir supermassif situé au centre de notre Voie lactée. Il s'agit de la forme la plus compacte de matière que la science puisse imaginer. La gravité y est tellement forte que même la lumière ne peut s'échapper de sa région la plus interne. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas voir les trous noirs, même s'ils exercent une influence visible sur leur environnement. Et les astronomes peuvent observer et analyser cette influence. La zone qui entoure le trou noir au centre de notre galaxie s'appelle Sagittarius A. Pour les scientifiques, c'est l'un des endroits les plus fascinants de notre Voie lactée. Les premières indications selon lesquelles il y a une masse très importante dans une zone très petite au centre proviennent de l'observation des mouvements du gaz. Ensuite, des prises de mesure ont confirmé qu'il ne pouvait s'agir que d'un trou noir. On a mesuré les orbites des différentes étoiles autour du trou noir. En fonction de leurs mouvements, on peut déterminer la masse au centre. C'est un peu comme dire que la Terre tourne autour du Soleil à une certaine vitesse. C'est de cette manière qu'on sait combien pèse notre Soleil. La distance de 27 000 années-lumière jusqu'au centre de notre Voie lactée semble petite à l'échelle cosmique. Mais elle nous permet d'observer la région en détail. En 2022, le trou noir au centre de notre galaxie a été photographié pour la première fois. Cette image montre la fameuse ombre de Sagittarius A, entourée d'un anneau de matière chaude. Le voisinage immédiat du trou noir se caractérise par son énorme force gravitationnelle. De ce fait, les étoiles ici se déplacent plus vite que toutes les autres étoiles de notre galaxie. Pendant longtemps, les chercheurs ont pensé qu'aucune nouvelle étoile ne pouvait se former à cet endroit. Mais ils viennent de découvrir un jeune objet stellaire, une étoile géante qui a été baptisée X3A. On peut observer une sorte de bébé étoile. Cette étoile est encore dans une phase très précoce. Elle est âgée de seulement 10 000 ans, ce qui est effectivement très jeune. Et elle pèse environ 15 fois la masse de notre Soleil. Donc à cet égard, c'est déjà une étoile assez massive. C'est fascinant parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'un nuage de gaz puisse se maintenir sous l'effet de la gravité et s'effondrer aussi près d'un trou noir. C'est tout à fait inattendu. Au centre de notre galaxie, à seulement quelques années-lumière du trou noir, il existe une région qui semble remplir les conditions nécessaires à la formation des étoiles. Les chercheurs définissent X3A comme un objet stellaire jeune en phase de formation. Dans cette région, entourant le trou noir de notre Voie lactée, on ne s'attend pas à ce que beaucoup d'étoiles puissent se former, simplement parce que le champ magnétique est très intense. Il protège les nuages contre la force de la gravité. Mais cette théorie est désormais remise en question à cause de ces observations. On a non seulement observé des nuages de gaz dans le centre galactique, mais une étoile très jeune et extrêmement massive a également été découverte dans l'Inde. Il était plutôt inattendu que notre théorie sur la formation des étoiles dans le centre galactique soit remise en cause. Cela montre une fois de plus que nos théories sur la formation des étoiles ne sont pas encore abouties.
Un autre phénomène a été observé près de la galaxie RCP 28 à 7 500 000 années-lumière. Un trou noir qui semble avoir été éjecté de sa galaxie, laissant derrière lui un long ruban d'étoiles. Un effet qui peut résulter d'une perturbation de l'équilibre. Par exemple, quand un trou noir approche de trop près deux trous noirs fusionnés. Notre Voie lactée va évoluer elle aussi. Dans 3 ou 4 milliards d'années, elle rencontrera notre voisine, la galaxie d'Andromède, et fusionnera avec elle au cours des 3 milliards d'années suivantes. Cependant, il ne faut pas imaginer que les différentes étoiles vont entrer en collision. Les étoiles sont extrêmement éloignées les unes des autres par rapport à leur taille. Au cours d'une telle fusion, ce sont principalement les gaz, la poussière et la matière noire des galaxies qui interagissent entre eux. De nouvelles étoiles peuvent alors se former à partir de la matière comprimée. Les étoiles déjà présentes dans les galaxies se croisent sans se percuter. Une collision entre deux étoiles est donc très improbable. La fusion des galaxies est un phénomène qui se déroule sur une période de temps extrêmement longue. Comment les galaxies se forment-elles ? Après le Big Bang, il n'y avait pratiquement que de l'hydrogène et de la matière noire. Ce qu'on oublie souvent, car ce n'est pas visible. Ces deux éléments se sont regroupés au fil de millions et de milliards d'années pour former des galaxies. La matière ordinaire a suivi la matière noire parce qu'elle est 5 fois plus abondante. Maintenant, imaginons un grand amas au départ qui tourne très lentement, puis s'effondre. L'effet de rotation fera que cette galaxie commencera à tourner de plus en plus vite, jusqu'à ce que la force centrifuge contrebalance la force gravitationnelle. C'est la phase dans laquelle on se trouve actuellement, ce qui explique pourquoi presque toutes les galaxies sont en équilibre aujourd'hui. Même si dès le milieu du XVIIIe siècle, Emmanuel Kant détermine que les nébuleuses visibles dans le ciel nocturne sont des galaxies lointaines, jusqu'au début du XXe siècle, de nombreux astronomes soutiennent encore l'idée que notre Voie lactée est unique et qu'il n'y a rien au-delà d'elle, hormis de l'espace vide. Une île d'étoiles isolées. Puis, en 1924, à partir de ces mesures de la distance et de la vitesse des objets dans le ciel nocturne, l'astronome Edwin Hubble identifie la nébuleuse d'Andromède et établit qu'il s'agit d'un système extérieur à notre Voie lactée. Une galaxie indépendante. La galaxie d'Andromède est une galaxie spirale située à 2 500 000 années-lumière de la Terre. Son diamètre est environ 2 fois supérieur à celui de notre Voie lactée et elle abrite plus de 10 petites galaxies naines. Elle contient également en son centre un trou noir supermassif. Les chercheurs ont aussi découvert un certain nombre d'étoiles à neutrons et plusieurs trous noirs plus petits dans cette galaxie. Edwin Hubble fournit également des preuves d'une régularité dans le mouvement des objets célestes, renforçant l'hypothèse de l'expansion de l'univers. Il y a environ 100 ans, dans les années 1920, il a été le premier à admettre que les nébuleuses, comme on les appelait en astronomie à l'époque, n'étaient pas des nébuleuses, mais des galaxies lointaines. Il l'a d'abord prouvé pour la galaxie d'Andromède et pour la galaxie du Triangle, en mesurant la distance avec certaines étoiles dans ces galaxies, les étoiles céphéides. Et cela lui a permis de démontrer qu'elles étaient trop éloignées. Ces céphéides de la nébuleuse d'Andromède devaient appartenir à une galaxie différente. Les scientifiques utilisent des modèles pour tenter de découvrir comment les galaxies et les étoiles que l'on peut observer aujourd'hui ont pu se former tout de suite après le Big Bang. Le Millennium Simulation, un projet de recherche international, et le projet Aquarius qui en découle, ont pour mission d'observer des milliards d'objets célestes. Ces projets s'intéressent à la matière noire qui, selon le modèle cosmologique standard,
constituent la majorité de la matière dans l'univers. Sans la force gravitationnelle de cette matière noire, l'agglomération des galaxies prendrait beaucoup plus de temps et notre univers serait complètement différent. On peut représenter la matière noire sur l'ordinateur et lui attribuer une couleur. Ces images artificielles sont fascinantes. Mais en réalité, on ne voit que les structures lumineuses des galaxies dans l'espace. Et elles sont situées aux intersections des trajectoires des filaments de matière. C'est là que se trouvent les étoiles brillantes. Et telles des phares, elles signalent des parties du réseau cosmique. À l'aide des superordinateurs d'aujourd'hui, la communauté scientifique tente de reconstituer comment la structure cosmique s'est formée. Les particules qui doivent constituer la matière noire n'ont pas encore été détectées. Mais il existe tout un éventail de preuves indirectes dans l'univers qui attestent de l'existence de la matière noire. Pour que les galaxies se forment, il devait y avoir une matière ayant un effet gravitationnel permettant de regrouper les galaxies. On appelle cette matière la matière noire, parce qu'elle n'émet pas de lumière au sens où on l'entend. La question est de savoir ce qu'est cette matière noire. En tant qu'astronome, on ne peut la caractériser que par la gravité. C'est la seule chose qu'on puisse mesurer et la seule manière de la voir. Mais en tant que physicien, on aimerait savoir s'il s'agit d'un type de particule qui n'aurait pas encore été identifié. On a pu éliminer de nombreuses hypothèses. L'une d'elles était qu'il pourrait s'agir de neutrinos lourds. On a pu écarter cette idée. Une autre idée était qu'il pourrait s'agir d'objets invisibles, comme des étoiles éteintes, des naines blanches, par exemple. On a pu éliminer cette hypothèse aussi. En résumé, on a écarté de nombreuses idées, mais on ne sait toujours pas pourquoi la matière noire permet la formation des galaxies. La distribution de la matière dans l'univers actuel est très différente de celle du passé. Elle est plus concentrée aujourd'hui. Les chercheurs s'appuient sur des modèles pour reconstituer la formation des galaxies, leurs différentes formes et leur répartition dans l'espace. Avec les performances sans cesse croissantes des ordinateurs, les simulations deviennent également de plus en plus précises. La différence entre le Millennium Simulation, un grand projet mené il y a plus de 15 ans, et nos meilleures simulations actuelles, les simulations Illustris TNG, comme on les appelle, est qu'on peut désormais simuler la dynamique des gaz, par exemple. On peut également simuler les champs magnétiques. Ce n'était pas possible auparavant parce que la puissance de nos ordinateurs et nos capacités de stockage étaient insuffisantes. Aujourd'hui, on peut améliorer la précision physique de ces simulations grâce à des ordinateurs plus modernes. Les chercheurs scrutent une toile délicatement tissée de matière. Des brins appelés filaments qui se croisent à certains points. Des amas de galaxies sont ensuite observés à ces points de croisement avec des quantités particulièrement importantes de matière. Ces amas se rejoignent à leur tour aux intersections de la toile cosmique pour former ce qu'on appelle des superamas. Notre Voie lactée fait également partie d'un superamas que les scientifiques ont baptisé l'Aniakea, en hommage à une divinité hawaïenne. Cette structure contient des milliers d'autres galaxies en plus de la Voie lactée. Mais même l'Aniakea n'est qu'une partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Au point de croisement des grands filaments, on trouve ces grands amas de galaxies. Et au niveau des filaments les plus épais, il y a plusieurs amas de galaxies regroupés. C'est ce qu'on appelle un superamas. Le plus grand filament découvert à ce jour est le Grand Mur de Sloan.
Cette structure contient plus de 10 000 galaxies. Ce mur géant est un filament composé d'amas de galaxies qui s'étend à travers l'univers sur plus d'1 milliard d'années-lumière. Le grand mur de Sloan fait partie des filaments du cosmos. Ces dimensions défient l'imagination et échappent à la compréhension humaine. Mais grâce à leur simulation, les chercheurs rendent ces dimensions tangibles. Les scientifiques appellent la plus grande superstructure cosmique connue à ce jour la Grande Muraille d'Hercule Corona Borealis. Un filament d'une longueur d'environ 10 milliards d'années-lumière. Au début du XXe siècle, l'astronome Edwin Hubble est l'un des premiers à s'intéresser au mouvement précis des galaxies. Il découvre que des centaines, voire des milliers de galaxies se rassemblent et se déplacent les unes autour des autres, formant un amas de galaxies. Et si plusieurs amas de galaxies se regroupent, ils forment ce qu'on appelle des superamas. Avec les amas de galaxies, les superamas constituent les plus grandes structures de notre univers, les grands murs. Cependant, en examinant la structure des diverses galaxies, Hubble s'aperçoit qu'elles sont assez différentes les unes des autres selon leur taille et leur âge. Et à partir de ce constat, il met au point un système de classification des galaxies qui est encore en vigueur aujourd'hui. Grâce à cette classification, appelée la séquence de Hubble, l'astronome met de l'ordre dans le zoo galactique qu'il a découvert. Il établit un diagramme qui permet de différencier encore aujourd'hui 3 grandes classes de galaxies. Les galaxies elliptiques, les galaxies spirales et les galaxies spirales barrées. Il existe également des galaxies dites irrégulières, qui ne présentent ni structure claire ni symétrie. Au sein de cette catégorisation générale, on trouve toute une gamme d'autres types qui ne rentrent pas dans le schéma classique. Les bras des galaxies spirales contiennent de grandes quantités de gaz et de poussière. C'est dans cette zone que se forment les jeunes étoiles. Au centre, il y a toujours un noyau sphérique lumineux, le renflement, qui concentre une masse importante. Les galaxies elliptiques sont très différentes des galaxies spirales, à l'exception de ce renflement. Les galaxies elliptiques ne semblent pas présenter de caractéristiques marquées. Les orbites stellaires sont dispersées. Il existe toutes sortes d'orbites stellaires. Une galaxie elliptique apparaît quand une galaxie en forme de disque est perturbée, par exemple quand elle fusionne avec une autre galaxie. C'est là que les galaxies elliptiques se forment et elles peuvent également fusionner entre elles. Et on obtient ainsi des galaxies elliptiques encore plus grandes. L'une des plus grandes galaxies elliptiques connues est IC 1101. Cet énorme objet possède un diamètre d'environ 4 millions d'années-lumière et abrite des milliers de milliards d'étoiles. À l'aide de simulations astrophysiques, comme le projet international Illustris, les scientifiques étudient la formation des galaxies. Ces simulations sont générées par des superordinateurs, des milliers de machines qui travaillent en parallèle, en utilisant plusieurs centaines de milliers de processeurs. Les calculs permettent aux chercheurs d'étudier le développement cosmique et de valider leurs modèles théoriques. Par exemple, ils suivent la fusion des galaxies en disques qui donne naissance à d'immenses galaxies elliptiques. On pourrait dire que les galaxies elliptiques sont en forme de pommes de terre et que les étoiles qui les composent suivent des orbites aléatoires. C'est un enchevêtrement d'orbites stellaires très différent des galaxies en disque qui ont des orbites circulaires ordonnées. On a donc 2 structures galactiques complètement différentes. On pense que la forme de base d'une nouvelle galaxie est en fait la structure en disque. Peut-être que l'un des motifs galactiques les plus connus est le quintet de Stéphane. 4 galaxies très proches les unes des autres, avec une 5e au premier plan.
Le groupe a été découvert en 1877 par l'astronome français Édouard Jean-Marie Stéphane. Les 4 galaxies participent à une sorte de danse cosmique et exercent clairement une influence gravitationnelle les unes sur les autres. Notre Voie lactée a également 2 compagnons, le Grand Nuage et le Petit Nuage de Magellan, 2 galaxies naines qui ont probablement rejoint la Voie lactée il y a seulement quelques centaines de millions d'années. Elles sont visibles dans le ciel nocturne de l'hémisphère sud, sous la forme de 2 objets flous ressemblant à des nuages. Elles appartiennent à la catégorie des galaxies irrégulières. La distribution des étoiles ne répond pas à une structure claire. C'est principalement dû au fait que la plupart des galaxies irrégulières sont des petites galaxies, avec une masse jusqu'à 10 fois inférieure à celle de notre Voie lactée. Elles ne possèdent pas beaucoup d'étoiles âgées visibles, comme c'est le cas pour les galaxies elliptiques. Mais certaines produisent des étoiles, ce qui fait qu'il y a de jeunes étoiles qui brillent très intensément, rendant ainsi la structure irrégulière. En général, ces galaxies contiennent aussi une proportion bien plus élevée de gaz que d'étoiles. La distribution du gaz n'est pas aussi bien organisée que dans les galaxies spirales, d'où l'aspect irrégulier de ces galaxies. Les galaxies sont classées uniquement en fonction de leur forme. Cependant, des analyses statistiques de la forme et de la couleur des galaxies renseignent les astronomes sur leurs propriétés. À partir du spectre d'une galaxie, les chercheurs peuvent déterminer la proportion d'étoiles jeunes et anciennes, de masse élevée ou faible qu'elle contient. Les galaxies irrégulières brillent souvent très intensément, ce qui indique la présence d'un grand nombre d'étoiles. Et plus une galaxie est arrondie, plus les étoiles qu'elle contient sont anciennes, d'après l'hypothèse des scientifiques. C'est la confirmation que les vastes systèmes stellaires de l'univers primordial se sont principalement formés par fusion et collision. Ce n'est que des décennies plus tard qu'on a établi que de nombreuses galaxies irrégulières étaient le résultat de collisions galactiques, ou, comme les nuages de Magellan, de systèmes satellites tombés dans la Voie lactée. C'est un phénomène connu sous le nom de cannibalisme galactique. Elles absorbent des galaxies plus petites. Mais avant qu'elles ne soient complètement absorbées et que leurs étoiles ne s'alignent avec celles de la galaxie qui les absorbe, la galaxie entrante est malmenée et perturbée par les forces gravitationnelles. La gravité exerce une pression sur la galaxie, ce qui étire ses bords extérieurs. Ainsi créées, ces galaxies irrégulières n'entrent plus dans la classification habituelle. Les galaxies extraordinaires reçoivent des noms extraordinaires. NGC 2442, par exemple, a été surnommée crochet de boucher. Les astronomes appellent la galaxie M51 la galaxie du tourbillon. Une beauté fascinante dessinée en 1850 par l'astronome irlandais William Parson, qui lui donnera son nom. Grâce à ses bras caractéristiques, la galaxie spirale est l'un des objets les plus fascinants reconnaissables dans le ciel nocturne. Elle présente à peu près la même taille et la même luminosité que notre Voie lactée. La fameuse galaxie de la roue de Chariot est entourée d'un anneau d'étoiles jeunes et brillantes. Elle doit probablement sa forme inhabituelle à une collision frontale avec une galaxie plus petite. Tous ces objets célestes sont les éléments visibles de l'architecture cosmique. Les galaxies et les amas de galaxies forment des structures appelées filaments. Là où les filaments se rejoignent, des nœuds se forment, créant ainsi des superamas et parfois même des vastes structures comme les grands murs. L'ensemble de ces éléments constitue la structure de notre univers, le réseau cosmique. Cependant, ce réseau est soumis à des changements gravitationnels constants. Dans l'univers à ses débuts, c'est la matière noire qui domine.
Sa gravité détermine sa structure et façonne ainsi la distribution des galaxies, des nébuleuses de gaz et de poussière. Mais l'univers n'est pas statique. Rien ne reste pareil. Les galaxies évoluent elles aussi au fil du temps. Elles se forment, évoluent, fusionnent entre elles et créent ainsi de nouveaux objets célestes. Les premières galaxies se sont formées 200 millions d'années après le Big Bang. Avant cela, notre univers était plongé dans l'obscurité complète, une période que les astronomes appellent les âges sombres. Il n'y avait ni étoiles ni aucune autre source de lumière, mais d'infimes fluctuations de densité commencent à former des structures à grande échelle durant cette période. À un moment donné, une première étoile s'est formée et avec l'apparition des premières étoiles, les âges sombres ont pris fin. Cette période n'a pas été particulièrement longue en termes de temps absolu. On peut l'étudier, mais c'est extrêmement compliqué. Il n'existe qu'une seule source directe d'information, la raie à 21 cm de l'hydrogène. Un jour, on sera peut-être capable de l'utiliser pour observer les âges sombres. On peut au moins mener des recherches. Cette raie à 21 cm de l'hydrogène pourrait être utilisée pour examiner les fluctuations de densité qui existaient à cette époque. Durant les âges sombres, l'univers était une soupe uniforme de matière et de radiation. Mais il y avait quelques légères fluctuations de densité, à partir desquelles les premières galaxies ont émergé. La gravité gouverne le réseau cosmique. Elle a une portée infinie et rien ne peut l'arrêter. En conséquence, les zones qui concentrent d'importantes quantités de matière attirent toujours de nouveaux éléments. Un système qui se renforce lui-même et qui ne peut être contrebalancé que par l'expansion rapide de l'univers. Mais l'expansion ne change rien à la conglomération croissante des filaments locaux. Ces filaments s'amincissent. De vastes cavités se forment entre les accumulations de matière, les fameux vides. Le réseau cosmique ne se densifie plus. Au contraire, désormais, il décroît. Certaines parties des filaments deviennent de plus en plus fines et finiront par se déchirer. Dans un avenir lointain, on ne sera plus en mesure d'observer toutes ces régions qu'on peut encore voir aujourd'hui, en raison de l'accélération toujours croissante de l'expansion de l'espace. La structure de ce réseau cosmique a été soigneusement étudiée depuis les années 1980. L'un des projets les plus ambitieux est le Sloan Digital Sky Survey, une série d'observations du ciel à long terme organisée en plusieurs phases. Grâce à ce programme, les astronomes ont enregistré plus de 4 millions de galaxies et de quasars, les noyaux actifs extrêmement lumineux des galaxies. Ils utilisent ces données pour créer une carte en 3 dimensions qui montre la distribution spatiale des galaxies dans de vastes régions de l'espace cosmique qui nous entoure. Ce projet d'envergure permet aux astronomes de collecter de gros volumes de données et d'archives. Un aperçu du passé mouvementé de notre univers. L'avenir, en revanche, promet d'être plutôt calme. D'une certaine façon, l'univers devient plus ennuyeux. Si je dis ça, c'est parce que les étoiles ont une origine. Si on regarde où la plupart des étoiles se sont formées, on constate que cela s'est produit à un décalage vers le rouge d'environ 3, c'est-à-dire récemment, comparé à un décalage de 12. Mais de nos jours, le taux de formation d'étoiles est en constante diminution. Cela signifie qu'à un moment donné, la formation d'étoiles va probablement s'arrêter. Il ne restera que des cadavres d'étoiles, plus aucun système planétaire ne se formera et la lumière disparaîtra de l'univers. Et il deviendra un endroit assez ennuyeux. Les chercheurs partent du principe que notre univers ne cessera jamais de s'étendre. Cette théorie
est basée sur le fait que les galaxies s'éloignent les unes des autres à une vitesse croissante. Elles sont guidées par une force mystérieuse, l'énergie noire. Même si sa véritable nature reste encore complètement inconnue, les scientifiques peuvent observer ses effets sur l'univers. Il semble n'y avoir aucune limite temporelle ou spatiale à l'expansion de l'univers. La matière continuera à s'agréger et dans un univers en expansion continue, seuls quelques grands amas de galaxies solitaires subsisteront. L'univers a déjà dépassé son âge d'or. L'activité, en termes de formation de nouvelles galaxies, a considérablement diminué. C'est le cas depuis son apogée, il y a environ 5 à 6 milliards d'années. On parle ici d'un gel, le gel de la formation des structures cosmiques. Et il se trouve que c'est dû à l'énergie noire. Car l'univers a commencé à s'étendre de plus en plus rapidement, ce qui a donné à la gravité un adversaire immensément puissant. Les structures existantes grandissent peu, et c'est le bout du chemin, pour ainsi dire. Le gel comme la fin de toute existence. Notre monde cosmique a émergé lors du Big Bang, il y a 13 800 millions d'années. Jusqu'à récemment, les cosmologistes supposaient que la fin de l'univers serait une sorte de renversement de son commencement. L'idée était que la force gravitationnelle ralentirait et finirait par inverser l'expansion de l'univers. Un peu comme une pierre lancée dans les airs, retombant sur Terre. Mais plus tard, grâce à l'observation précise des explosions de supernovas, les chercheurs se sont rendus compte que l'expansion de l'espace était de plus en plus rapide. Il devait donc exister une autre forme d'énergie inconnue, une énergie noire qui dominerait l'univers et déterminerait sa fin. Il est bien connu qu'un trou est un endroit où rien n'existe. Et il en va de même pour la matière dans l'univers. Au fil du temps, la matière se regroupe en filaments et laisse derrière elle de l'espace vide, des trous, les fameux vides. Les filaments et les vides caractérisent tous deux la compression croissante de la structure de notre univers. Qu'est-ce que cette compression implique? Eh bien, les galaxies se rapprochent de plus en plus, ainsi que la matière noire, qu'on ne peut pas voir. Et elles fusionnent sur de longues périodes de temps. Par exemple, notre Voie lactée commencera à fusionner avec la galaxie voisine d'Andromède dans environ 3 à 4 milliards d'années. Puis tout ce processus prendra encore environ 3 milliards d'années. Donc, dans environ 7 milliards d'années, il n'y aura plus qu'une seule galaxie. Heureusement, il n'y a pas lieu de nous inquiéter, car notre Soleil n'a plus que 5 milliards d'années à vivre. Les galaxies. Des îles de lumière dans les océans de l'univers. Elles ne sont pas simplement un ensemble d'étoiles, de planètes et de nuages de poussière et de gaz. Elles sont les gardiennes du temps qui enregistrent l'évolution de notre cosmos. Les galaxies sont les témoins qui révèlent l'histoire de l'univers aux astronomes, dans un fascinant récit de développement et de changement. Des îles-mondes où des étoiles s'éteignent et d'autres voient le jour. Leur passé et leur avenir s'écrient au gré de la rivalité entre la gravité et l'énergie noire. Et dans un avenir lointain, les galaxies elles-mêmes disparaîtront, dans l'obscurité de l'espace en perpétuelle expansion.